Alors, de la séparation à la décapitation, l'islam nous fait tourner la tête, a priori. Donc, nous avons perdu 4 de nos compatriotes. Nous avons eu des multiples attaques de nos intérêts à l'étranger. Et nous sommes pris pour cible par des gouvernements hostiles, donc particulièrement le gouvernement turc, peu importe. Et tout ça, suite, comme prétexte, parce que fondamentalement c'est un prétexte, à, disons, la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Résultat, un professeur, dans sa charge, a été assassiné par un Tchétchène qui l'a décapité, après avoir montré dans le cadre d'un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression les caricatures qu'avait publiées l'équipe de Charlie Hebdo et ce qui avait servi de prétexte pour les attentats, donc Kouachi Koulibaly, les attentats de janvier 2015. Donc, si vous voulez, on prend les mêmes et on recommence. Donc, l'islam radical tue des civils, parce que là, un professeur d'histoire géo qui essayait de faire bien son boulot, 3 pauvres paroissiens, dont 2 mères de famille qui ont été égorgés ou décapités ou poignardés donc dans l'église de Nice. Cette ville dominée par celui qu'on appelait à une époque l'imam Estrosi, tellement il était, disons, un Benoît Hamon de droite vis-à-vis des tapis de prière. Et évidemment, mis à part Sarr Noir, les Républicains, qui disent il est grand temps de se sortir les doigts de la Wilson. Évidemment, on a la masse, disons, musulmane qui, elle, réagit par, disons, réseaux sociaux interposés en se félicitant de l'attentat. Même si pour le cas du professeur d'histoire-géographie, c'est pas tout à fait un attentat, c'est une exécution communautaire. C'est-à-dire que le meurtrier s'est fait le bras armé de l'ensemble de sa communauté, qui a traqué sous un réflexe fallacieux ce pauvre professeur qui faisait son boulot, avec de faux témoignages d'élèves, avec des élèves qui reçoivent de l'argent, qui d'ailleurs ne seront pas punis parce qu'il ne faut pas de réponse pénale, alors que un pays normal les aurait incarcérés, aurait expulsé leurs parents. Donc, et ensuite, oui, mais vivre ensemble, oui, mais quand même, ils n'auront pas notre haine, bougies, ballons, et là, pour le coup, je crois qu'on a mis des foulards en plus, hein, donc c'est pas mal. Donc, bougies, ballons et foulards. Hein, donc ensuite, PLS, position latérale de sécurité, pleurnichistant, et on recommence pour la prochaine fois. Alors que nous avons des familles qui ont perdu les leurs. Le professeur d'histoire géo avait un petit enfant en bas âge, je crois, de 5-6 ans. La pauvre mère de famille de Nice avait 3 enfants. Elle a dit avant de mourir, dites à mes enfants que je les aime, ce qui devrait quand même arracher le poitrail de n'importe qui normalement constitué. Et l'autre dame qui a été assassinée, elle aussi avait des enfants. Enfin, eux, comme d'habitude, c'est cochons de payants. Hein, ils doivent payer la réinsertion de toutes les petites merdes qui se déversent sur les réseaux sociaux en appelant la mort des leurs, et aussi payer pour engraisser le tueur de Nice, vu que lui, il a survécu. Hein, et donc, si son avocat n'arrive pas à le faire passer pour demi-cinglé en cellule de radicalisation à caresser des chats, eh bien, il sera dans une des tôles grand luxe, certainement à l'isolement d'ailleurs, comme tous ceux qui font du terreau, ce qui est d'ailleurs pas plus mal en soi, vu que ça évite la prédication. Mais bon, tant qu'à faire, ce sont des soldats politiques, ils doivent payer de leur vie leurs actes.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, donc, comme d'habitude à chaque attentat, on dit qu'on va faire et on ne fait pas. Qu'est-ce que cela nous dit de notre situation et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous devons toujours reprendre, dans le cadre de ces attaques, reprendre, disons, la liste des facteurs qui nous ont mis devant cette situation. Le premier de ces facteurs, c'est le facteur migratoire. Hein, il y a des musulmans en France parce qu'il y a des vagues d'immigrés non assimilés. Non assimilés pourquoi? En partie à cause de l'islam, mais également parce que c'était des cultures beaucoup trop éloignées de nôtres. Ça ne veut pas dire que c'était des cultures, quand j'entends le terme, oui, il faudrait des immigrés européens. Je rappelle que les Bulgares qui remplissent nos prisons, les Albanais qui sont criminels, qui sont une bonne partie de la diaspora criminelle qui nous arrive, les Albanais ne sont pas tous musulmans, il y a 20% de chrétiens dans le lot, hein, je le dis au cas pour les gens qui pichent pas trop parce qu'ils regardent un tout petit peu trop certains médias identitaires. Un Albanais, c'est un véritable Européen ethniquement, hein, c'est le cousin direct de Monsieur Le Gallou. D'ailleurs, il peut aller prendre chez lui, ça ferait pas de mal. Et, et cela aussi mérite d'être expulsé. Les Tchétchènes sont musulmans, ils ne sont néanmoins pas arabes, ethniquement parlant. Donc, et je rappelle également que les Roms, qui sont de vrais Européens aussi, sont une plaie sociale, économique et sécuritaire ambulante. Donc voilà, il y a une délinquance rom, ce qui ne devrait choquer personne. C'est malheureusement un état de fait. Je ne m'en glorifie pas, je fais juste un constat. Donc, alors que par exemple, il y a très très peu de délinquance asiatique organisée en France. Extrêmement peu. Pourtant, ce ne sont pas des cultures européennes. Il y a 200 000 latino-américains en France, ce qui est déjà beaucoup plus que les 16 000 Tchétchènes recensés. Et vous ne les entendez pas. Bon, donc à un moment, la proximité culturelle explique bien des choses, mais parfois les plus proches et ceux qui se comportent le mieux sont pas ceux qu'on pense. Ensuite, une fois cet état de fait souligné, la plaie migratoire, dont l'islamisation est une surinfection, la plaie migratoire, comment déjà, il y a deux points. Il y a arrêter de faire venir et il y a faire la remigration. Arrêter de faire venir, c'est quoi? C'est premièrement rétablir la préférence nationale, donc sortir du droit européen. Privilégier les Européens aux autres, je ne vois pas pourquoi, vu que énormément de nationalités européennes sont à vendre. Premièrement, et deuxièmement, je ne vois pas le caractère moral qu'il y aurait à ne pas supporter la fraude sociale quand elle est faite par des Maghrébins qui dans certains départements de l'Ouest et de la région parisienne. Mais par exemple, moi je suis en Alsace encore pour un moment. Ici, la fraude sociale est largement le fait de gens d'Europe de l'Est. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens-là devraient avoir une préférence civilisation et autres bêtises de ce genre-là. Ils ne se sentent pas plus liés à nous que nous le sommes à eux, donc, et ils nous coûtent tout aussi cher, et ils sont d'ailleurs tout aussi dangereux, parce qu'ils ont des structures à la fois de traite des blanches, de gangs qui sont quand même assez redoutables. Bon. Donc, premièrement, la préférence nationale stricte, c'est-à-dire, tout comme dans la plupart des pays au monde, hein, il est tout à fait normal, je vous rappelle que la préférence nationale est un fait de tout temps et de tout temps et de tout pays. C'est la préférence immigrée étant une création de pays ouest européens relativement récente, hein, date du début des années 80, enfin de la fin des années 70, enfin, du milieu des années 70, et dans un pays comme aussi civilisé que le Japon, vous n'avez pas le droit à grand-chose, ce qui fait que des gens qui viennent avec de mauvaises intentions sont tout de même, alors que le Japon est entouré de pays qui ont encore des grandes masses de pauvreté
en Asie du Nord, et c'est un pays qui est très envié, qui est très connu. Néanmoins, c'est un pays qui contrôle ses frontières parce que c'est un pays qui a pleinement sa souveraineté. Et comme il est dans un régime de préférence nationale stricte, quelqu'un qui veut gratter, et tout de suite peut tenter d'être mal reçu parce qu'il sera mal reçu. Donc, ça, c'est le premier point. Déjà, de décourager ceux qui viennent. Ensuite, de détruire les socles juridiques qui les font venir. Ces socles juridiques sont aujourd'hui principalement le droit communautaire. Je vous rappelle que la directive de 2003, le regroupement familial est un droit de l'UE quasiment intouchable, vu que vous ne pouvez pas l'amender de manière à le rendre inefficient. Et il y a toute une jurisprudence qui est pléthorique, qui d'ailleurs, et c'est dans les manuels que les institutions communautaires produisent elles-mêmes, on apprend que le droit de l'immigration, qui là encore est une création des années 70-80 à partir de la CEDH, est en réalité un droit qui, parce une structure qu'on appelle tout simplement le dialogue des juges, a servi à faire prendre à l'Union européenne ce que les traités lui refusaient jusqu'au traité d'Amsterdam, c'est-à-dire le volet migratoire. Dire autre chose, c'est bien, mais c'est mentir. Alors après, on me dira, on peut changer la nationalité. Oui, mais peu importe, vu que comme nous donnons l'égalité totale, à l'exception du vote aux élections nationales, aux étrangers européens et qu'on ne peut pas leur opposer la préférence nationale, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse qu'on ne puisse l'imposer aux ressortissants de notre ancien empire colonial. Parce que c'est principalement eux qui posent problème, parce que objectivement, il y a l'immigration, on peut parler d'immigration qui est un problème en soi, il y a des communautés immigrées qui posent plus de problèmes que d'autres. Nous pouvons nous renseigner à partir des nationalités présentes en prison, de la nationalité des détenus, et on obtient, si on prend le nombre d'individus écroués dans les prisons en France en 2019, par exemple, sur un total de 81 250 détenus, il y avait 17 217 étrangers. Alors, question, qui sont ces étrangers? D'où nous viennent-ils? Ils nous viennent principalement du Maghreb et d'une partie de l'Afrique noire, plus des Européens. Des Européens d'Europe de l'Est, principalement. Donc, vous voyez, 64 033 en 2019 écroués dans les prisons françaises sont des Français au sens administratif du terme. Combien appartiennent à l'immigration? Très difficile à dire, ou du moins sont issus de l'immigration, mais il y a déjà 17 000 étrangers dans nos geôles. Bon, peut-être que de les renvoyer doucement au pays ne serait pas de trop. Par contre, cette double peine, ce qu'on appelait la double peine, a été liquidée par Nicolas Sarkozy, à la droite donneuse de leçons, mais à la décharge du Nabo, elle était de toute façon condamnée par le droit communautaire. Donc, il faut, je pense, concentrer le feu de nos ripostes pénales sur ces communautés qui posent problème. Chasser l'immigration et faire du chiffre avec la politique de la LOLF et autres, c'est-à-dire par exemple si on indemnisait à chaque immigré qui est viré, eh bien si on ne fait pas, et là il faut discriminer, mot compte double, tout simplement sur des bases policières, pas du tout sur des bases au faciès, c'est-à-dire de discriminer ceux qui posent le plus de problèmes et les incorporer dans la réponse pénale, parce que de virer les petites femmes de Belleville qui sont contraintes de vendre leur corps alors qu'elles sont menacées par la racaille, et de dire ça fait toujours une dangereuse immigrée en moins, je ne dis pas qu'il faut qu'elle reste ici, bien évidemment que non, je dis qu'elle n'est pas prioritaire pour la remigration. Simple. En tout cas, elle n'est pas prioritaire pour l'expulsion. Donc il faut concentrer sur les minorités qui posent le plus de problèmes.
Une fois qu'on est arrivé à sortir du socle, et là pour le coup il faut sortir de l'UE, hein, parce que c'est du droit primaire, hein, donc c'est le droit de la CJUE et ce sont des dispositifs communautaires stricts, donc il faut défier la Commission européenne et comme le droit européen, je le rappelle, est d'interpréter le droit qui est avant tout défendu par le juge commun du droit communautaire, qui est le juge de première instance de droit commun national, eh bien, vos lois vont vous trahir. Alors, vous pouvez faire des rodomontades burnées ou semi-burnées, mais ça ne servira à rien. Voilà. Ce ne sont pas les seuls dispositifs desquels il faut sortir juridiquement, parce que de mettre des mécanismes de réserve, pourquoi pas, si vous voulez, par exemple, de remettre une réserve sur la saisie directe de la CEDH, c'est-à-dire sur la saisie individuelle de la CEDH. C'est-à-dire qu'un citoyen ne pourrait plus la saisir. Très bien, on trouvera d'autres moyens de nous faire condamner. Si vous voulez, des pays comme la Russie sont condamnés à intervalles réguliers et pas nécessairement par leurs propres citoyens agissant auprès de la CEDH. Donc je pense que parce qu'il y avait eu un article je crois, d'un conseiller d'État qui prenait justement toutes ces demi-mesures à faire pour justement rester dans l'ordre xénocratique, donc dans l'ordre juridique, intellectuel, moral et philosophique et politique que l'étranger nous impose. Je pense que le temps de la négociation, de la collaboration est peut-être terminé, et mieux vaut aller vers, disons, la sécession de l'ordre xénocratique. Ça, pour moi, c'est le premier point, arrêter de faire venir. Deuxièmement, comment les renvoyer? Alors, je pense que c'est assez simple. Là encore, il faut sortir d'un certain nombre de traités internationaux. Je pense à la Convention sur la patridie. Je pense, alors là, vraiment, il faut sortir. Alors là, si déjà vous pouvez pas en droit communautaire, vous pouvez déjà pas les empêcher de venir. Et nous avons déjà, grâce à Romain Bessonnet ou autres, démasqué les mythes Orban, etc. Donc faites le boulot, vous avez le nécessaire sur la chaîne du Cercle Aristote, je ne vais pas y revenir. Le problème d'un pays comme la Hongrie, c'est pas que les immigrés ne peuvent pas y rentrer, les immigrés ne veulent pas y aller, c'est les Hongrois qui se barrent. Donc à un moment, il faut que vous arrêtiez de prendre... c'est comme de dire Orban est très bien contre le Covid. Orban est l'un des chefs d'État qui a le plus lorgné sur les libertés de sa population. Mon ami Nicolas de Lamberterie, qui vit là-bas et qui a vécu là-bas par sa volonté identitaire de ne plus vivre dans un pays qu'il n'aimait plus, etc., la France, blablabla, est en train, je crois, de faire pour TV Liberté quelque chose là-dessus. Donc, ce sera... à un moment, il faut arrêter de magnifier des pays qui vivent à nos crochets et qui, objectivement, n'ont pas comme problème une invasion migratoire, parce que d'un point de vue de droit international, des gens qui rentrent en nombre, même s'ils ne sont pas armés, dans un territoire sans y être invités, ça porte un nom, c'est une invasion. Bon. Le problème de ces pays-là, c'est l'hiver démographique, parce que les leurs se cassent. C'est des situations totalement différentes. Donc à un moment, il faut sortir de la réalité telle qu'on veut la voir, il faut entrer dans la réalité telle qu'elle est. Je pense que c'est la première des remigrations. Il faut réémigrer une partie des nationaux dans le réel. Je le dis souvent et je le maintiens. Donc, une fois que vous vous êtes débarrassé des carcans juridiques internationaux, je pense que de toute façon, il va falloir remettre à sa place le Conseil constitutionnel et autres institutions droits de l'homiste qui vont essayer de toute façon, et qui essaieront de toute façon, par les principes généraux du droit, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel siégeant comme Cour suprême, alors que justement il devait éviter, enfin le rôle dans l'esprit de la Constitution de la Ve République du Conseil constitutionnel n'est pas du tout d'être une Cour suprême, c'est de veiller rigoureusement à ce que le parlementarisme qui nous avait mis dans la banqueroute et dans la guerre d'Algérie n'empiète pas sur le domaine réglementaire, donc n'empiète pas sur l'autorité exécutive. Donc c'est en reconnaissant, c'est
ce qu'on a appelé le coup d'État du Conseil constitutionnel, où le Conseil constitutionnel a mis dans le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire dans le fait de voir la conformité des lois à la Constitution, a mis à la fois les travaux préparatoires, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et pas la Déclaration universelle, pardonnez-moi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc la Déclaration de 1789, et également les principes généraux du droit et le préambule de 48, le préambule de 46, pardon, et, et depuis, le Conseil constitue à une jurisprudence pléthorique en termes de droit créance qui affaiblissent l'autorité de l'État. Donc, comme disait Charles Pasqua, les droits de l'homme s'arrêtent là où commencent les intérêts de l'État. Donc, une fois que nous avons remis l'autorité de la Constitution au-dessus du gouvernement des juges, et au-dessus, qui sont les agents volontaires ou involontaires de la xénocratie, on peut commencer une politique remigratoire. Il faut que je vous dise tout de suite, les expulsions collectives en droit communautaire sont interdites, et elles commencent à 2. D'accord ? Donc, ne rêvez pas, ça n'aura pas lieu. Ensuite, que faire ? Je pense déjà qu'il faut écouter les pays d'accueil, les pays d'envoi, parce que ceux-ci reconnaissent leurs ressortissants quand ça les arrange. Et maintiennent de toute façon un droit de la nationalité qui est un droit fondé sur la charia, enfin fondé sur la loi islamique, selon lesquels, tout comme la qualité de musulman, leur qualité de sujet de l'État en question ne se perd pas. Eh bien, par un contrôle, enfin un refus strict de la double nationalité qui peut passer de 2 manières, c'est-à-dire soit une interdiction totale, soit une interdiction dans les fonctions régaliennes, ce que fait un État comme la Russie par exemple, c'est-à-dire qu'on vous oblige à le déclarer. Si vous refusez de le déclarer par rapport à une enquête qui peut être faite sur vous, eh bien nous pouvons vous tenir comme, vu que si vous venez d'un État dont la nationalité ne se perd pas, nous pouvons décréter que nous vous reconnaissons comme le ressortissant d'un tel État. D'ailleurs, ce n'est pas très éloigné de l'esprit de l'esprit de nos lois. Je vous rappelle que selon la loi française, toute personne qui se comporte comme le national d'un pays étranger sera tenue comme tel. C'est dans nos codes. Ce n'est pas appliqué, mais c'est comme ça. Ça, c'est pour le volet migratoire. Ensuite, vous avez le problème de l'islam. Alors, l'islam, nous avons eu un double problème. Bon, le problème de l'islamo-gauchisme, hein, qui est un courant d'histoire, en plus, qui est devenu un courant d'histoire des idées, qui nous vient du trotskisme anglais à la base, hein, the Profit and Proletariat, et qui a été magnifiquement illustré par Monsieur Mélenchon, qui, volant au secours de ses petits protégés, s'est mis à discriminer les Tchétchènes parce que eux ont un poids électoral négligeable, alors que lui, il court derrière Monsieur Hamon, derrière Madame Bonneau, derrière tout Clémentine Autain et tous ces gens qui lui vendent d'être le candidat, disons, peut-être pas de l'anti-France, mais en tout cas du refus de France, et ça va le conduire à ce que ça avait conduit M. Besancenot, c'est-à-dire à la disparition politique pure et simple. Alors cet islamo-gauchisme, qui a d'ailleurs des relais intellectuels, que ce soit parmi les sociologues de l'excuse, que ce soit parmi certains spécialistes du monde arabe, qui ont conseillé les pouvoirs socialistes, particulièrement le pouvoir de M. Hollande en Syrie. Tous ces gens-là existent. Ensuite, il faut être parfaitement juste et équitable. Ces gens sont équilibrés par l'utilisation capitalistique et impériale qui a été faite de la question musulmane. Parce que ne faut pas oublier que ceux qui sont allés chercher dans les poubelles de l'histoire les islamistes, ce ne sont pas les gauchistes. Ce ne sont pas du tout les gauchistes, ce sont les gouvernements anglais d'abord, américains ensuite,
La France y a peu participé, en tout cas y a participé tard, mais elle y a participé quand même, entre autres sur la question algérienne, entre autres sur la question syrienne beaucoup plus récemment, et même, c'est, d'après les documents que nous avons, le patron de la DGSE de l'époque qui a soufflé à Ronald Reagan l'utilisation, entre autres, enfin, de tentatives d'islamisation de l'armée russe en Afghanistan, donc l'opération Mosquito, qui était particulièrement d'utiliser le Golfe pour faire distribuer des Corans islamistes en Tadjik, etc. Euh, En plus, ça n'a pas marché. La part de cette opération qui a le plus marché, ça a été d'essayer de noyer une partie des troupes soviétiques dans la drogue, comme d'ailleurs une partie des troupes américaines au Vietnam s'y étaient noyées, elles toutes seules, parfois un peu aidées par le Viet Cong, mais il fallait pas les forcer trop. Donc, en réalité, tout le monde a utilisé l'islam radical comme vivier de mercenaires, ce qui a conduit à donner le Moyen-Orient à deux minorités islamiques, hein, qui sont une minorité chiite qui est le régime des ayatollahs en Iran, qui ne représente pas la totalité du chiisme, loin de là, et aux puissances du Golfe, donc les wahhabites qui ont pris l'islam sunnite, les fréristes qui sont aussi il y a une différence de degré, enfin il y a une différence de degré mais pas de nature. Et surtout il y a une différence de méthode, puisque les deux se sont complétés fondamentalement. Euh, les wahhabites ont utilisé les réseaux fréristes qui étaient mieux organisés, et les frères ont utilisé les Faisal Finance et les autres facilités que l'Arabie Saoudite a pu tisser par un réseau assez complexe d'appui financier tout au long des années 80 particulièrement. Donc, ça nous arrive enfin, tout ceci nous a donné le précipité douteux d'avoir trois groupes que nos services de renseignement surveillent, qui sont la masse des modérés, ou du moins dit-elle, euh, les djihadistes passant à l'acte, et entre les deux, tout un ventre mou qu'on pourrait appeler, disons, les prédicateurs, qui ne passent pas à l'acte, mais qui facilitent le passage à l'acte. Et donc ce sont eux et leurs mouvements qui doivent être visés. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, disons, laisse partir en avant la Turquie, donc plutôt là, le côté frère musulman, parce que l'Arabie Saoudite est face à, pour la première fois, un président américain qui met les points sur les i, les barreaux, qu'est Donald Trump. Donc, il faut viser ces organismes de prédication, il ne faut pas seulement les dissoudre, il faut les expulser comme on l'a fait des congrégations. Si nécessaire, il faut les envoyer, ce qui peut être fait d'ailleurs avec une partie des immigrés dont refuseront les États d'envoi, euh, dont les États d'envoi, s'ils les refusaient, pourraient les voir être donnés à des États tiers, la même chose, hein. Nous avons déjà utilisé ces méthodes-là à certaines époques. Il est tout à fait possible que certains de nos alliés dans le monde musulman, je pense au Maroc ou à d'autres, puissent s'occuper de ces gens qui nous menacent. Ensuite, je pense qu'il faut renoncer définitivement. Je pense d'ailleurs que pour leurs atteintes graves aux intérêts de la France, l'idée de faire condamner une partie des gens qui ont utilisé l'islam radical, je pense à Laurent Fabius ou à François Hollande, à une partie de leurs conseillers, à une partie du haut état-major militaire qui a suivi, ne serait pas du luxe, et de négocier avec certains pays qui sont nos alliés le démantèlement de ces réseaux en France, c'est-à-dire par les moyens à la fois de services, des moyens constabulaires, voire des moyens militaires, et également des moyens diplomatiques, c'est-à-dire que ces gens soient renvoyés dans des terres disons, de prédication où ils seront plus ou moins bien accueillis, ce que les Britanniques ont fait avec la fermeture des grandes mosquées londoniennes. Nous ne devons jamais reculer sur le fait de pouvoir nous moquer des religions. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la laïcité en France, ce n'est pas 1905. 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État au moment où la République voulait, parce qu'elle était en déficit de légitimité, parce qu'elle n'arrivait pas, et elle n'est pas arrivée, il faut être très honnête, à,
disons, remplir ses objectifs sociaux, et bien donc on a trouvé qu'il fallait taper sur les curés, parce que c'était la réaction, alors que bon, c'était objectivement une menace en carton-pâte, alors que la laïcité française, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. On voit l'ouvrage, le très bon ouvrage de Jean-François Colosimo et à toutes les recherches historiques sur l'œuvre de théologien de notre père à tous, Clovis, et parce que nous avons vu la laïcité comme une indépendance vis-à-vis de Rome. Je vous rappelle que ce n'est pas la grande méchante république qui a fait tuer un pape, c'est la monarchie française. Parce que la France, ça se respecte. Et bah, l'autre, il l'a appris. Boum, dans la face. Et nous nous sommes moqués à différentes reprises, à la fois par bon sens populaire et ensuite par caricature, à l'époque de Daumier et d'autres. Pourquoi par bon sens populaire? Parce que faut bien comprendre que le fameux pagano-christianisme du Moyen-Âge, je crois que c'était Pérou, l'historienne Pérou, qui le disait très très bien. Évidemment, dans notre Moyen-Âge français, on croyait à Dieu de toute son âme. On comprend rien au Moyen-Âge, on comprend pas ça. Mais par contre, on est très familier avec Dieu. On parle à Dieu comme on parle au diable. Ça n'a rien de la déférence que ça va prendre après la contre-réforme et des mouvements qui sont fondamentalement régressifs par rapport à ce christianisme, disons, je ne dirais pas gallican, mais je dirais gallicanisable, qui est ce visage de la laïcité française sur 1000 ans. Je renvoie vraiment à l'ouvrage de Jean-François Colosimo qui est vraiment un bijou sur cette question. Le mieux vaut être honnête et heureux ailleurs que malhonnête et malheureux ici. Donc, je pense que ensuite, une fois ces réseaux de prédication visés, un tir de prévention, entre autres avec les fichiers S, etc., par leur expulsion et autres, mais il faut aller beaucoup plus loin, je pense, par le fait de viser le collectif, c'est-à-dire de faire ce qu'on fait par exemple en Tchétchénie, ce que font des gens comme Kadyrov, c'est-à-dire dès qu'il y a un islamiste, toute sa famille doit être expulsée, son imam également, la mosquée fermée, etc. Et je pense que déjà ça va un moment, c'est là où ils verront qu'il y a quand même, qu'il n'y a pas que du mou derrière. Ensuite, les méthodes de combat interne, particulièrement de reprise, là pour le coup, policière et militaire des banlieues, c'est en réalité c'est assez facile, hein, c'est là vraiment une question de courage. Il s'agit de viser les réseaux d'économie parallèles qui servent au djihad pour faire des attentats low cost. Et il faut, je pense assez sincèrement, aider par certaines lois, je pense particulièrement au changement de prénom, aux facilités pour les adultes qui ont reçu un prénom musulman alors qu'ils n'en ont pas nécessairement envie de pouvoir le changer. Ça va aider la communauté, enfin ça va aider les Maghrébins qui ont fait allégeance à la France, ou les Africains musulmans qui ont fait allégeance à la France, à se débarrasser de la mauvaise image que leur collent les leurs, parce que c'est ça le problème. Comme disait le grand animateur radio, là, celui qu'on appelle le sorcier des ondes, Maurice, sur Skyrock, a déjà 20 ans. Parce que à la fin, ça se terminera, et ça se voit d'ailleurs par de plus en plus particulièrement de youtubeurs ou d'intellectuels originaires du Maghreb, qui en ont un peu plein les bottes d'être salis soit par l'islamisme, soit par la racaille, soit par l'alliance des deux, euh, le, pour éviter un règlement de compte maghrébo-maghrébin. Ça nous permettra d'assimiler pleinement ceux qui ont fait allégeance, et il n'y a plus de raison de leur rappeler en permanence leurs origines, et là il faut jouer le jeu des deux côtés, et de l'autre ça permettra à des gens d'aller vivre sous des tropiques qui leur conviennent mieux, où ils seront peut-être plus heureux, peut-être pas, mais ce sera leur choix. Donc ils ne seront pas à accuser en permanence la France de leur avoir fait du mal, et ils verront comment et l'hospitalité ailleurs. Et à mon avis, comme disait un youtubeur que j'aime bien, qui est tunisien, il dit vous reviendrez en rampant. Mais là pour le coup, d'ailleurs vous ne reviendrez pas du tout, mais quand bien même vous le voudriez, ce sera en rampant. Donc ensuite, il y a la question de la séparation.
Je pense que de toute façon, ce sont des communautés qui, mis à part ceux qui ont fait allégeance, qui doivent être protégés, bah, les autres tout simplement se fuient au niveau microsociologique. Et là, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas toutes les immigrations, hein. Si vous voulez, il n'y a pas, promenez-vous dans le 13e à Paris, vous verrez qu'il n'y a pas de, là pour le coup, il peut y avoir une vraie promiscuité des populations. Mais par contre, euh, il y a des populations qui se fuient, et pas uniquement d'ailleurs les Français de souche vis-à-vis des immigrations musulmanes ou africaines ou nord-africaines, pas du tout. Ces immigrations entre elles. Nous l'avons vu dans des expériences qui ont été faites dans des villes de banlieue où on a mis des logements sociaux avec des Algériens, des Marocains, des Maliens, etc. ensemble. Et en quelques années, les immeubles sont devenus monoconfessionnels en partie, enfin très largement, mais surtout mononationales, c'est-à-dire les Marocains avec les Marocains, les Algériens avec les Algériens, les Maliens avec les Maliens, les Camerounais avec les Camerounais. Donc, bon, ce sont des populations qui se fuient à l'échelle microsociologique. Donc, eh bien, il faut, pour ceux qui ont un travail et qui ne posent pas de problème, les garder comme des hôtes. C'est-à-dire, des hôtes, ça veut dire des gens qui sont prêts à partir séance tenante. Je pense même que de leur demander ce que font des États tout à fait démocratiques comme le Japon, de mettre en caisse des dépôts et consignations l'argent nécessaire dès leur arrivée sur le territoire, et même ceux qui y sont même depuis un certain temps, pour leur expulsion potentielle ou pour l'expulsion des leurs, et bien sûr d'être beaucoup plus raide vis-à-vis des cartes de séjour, et aussitôt la carte de séjour, euh, disons, refusée ou annulée, l'expulsion doit suivre, et justement d'immobiliser des sommes pour ce faire. Car n'oubliez pas les calculs de Jean-Paul Gourevitch, euh, un immigré qu'on n'expulse pas finira toujours par coûter beaucoup plus cher que son expulsion. Donc, il est vrai que quand ils sont expulsés tôt, ça coûte un peu d'argent, mais mieux vaut, mais c'est un investissement. Et c'est aussi un investissement, j'en terminerai par là, pour le fait de refuser de prendre les cadres de l'Afrique ou du Maghreb, parce que c'est l'immigration des riches qu'il faut refuser d'abord, parce que ces pays doivent garder leur force vive. Ultime point, il faut donc autoriser les populations à se séparer tout en prenant la partie qui est assimilable dans chaque et qui, elle, peut, disons, peut suivre son parcours de français parce que ce sont des Français. Les autres, il faut les laisser entre eux pendant un temps pour ensuite, disons, s'ils respectent la loi, bah, qu'ils restent comme des autres et qu'ils finiront bien par repartir. Euh, et sinon, eh bien, ça peut être fait même socialement avec les pays d'envoi, faire en sorte qu'une partie des cotisations sociales de ces salariés, de ces gens, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison s'ils cotisent, euh, qu'il faut que la préférence nationale pour les Français, mais il n'y a pas de raison si ces gens-là, disons, reçoivent des cotisations, que ces cotisations leur soient prises. Elles peuvent être faites par des caisses en commun avec les pays d'envoi, et donc la personne reçoit un pécule quand elle repart chez elle, c'est tout à fait possible. C'était le Laurençon avait travaillé sur la question. Donc voilà, nous avons des solutions. Est-ce que ça nous mènera à la guerre civile? Très difficile à dire. Je pense, moi, plutôt qu'une libanisation au sens strict, je pense pour l'instant une brésilianisation de la France, c'est-à-dire par le fait qu'il n'y ait pas de souveraineté, parce que la France n'est pas un État faible, c'est un non-État parce qu'elle est en régime xénocratique. Et sa faiblesse attire la force et les convoitises des autres, et la faiblesse attire la destruction. Donc, un État français pleinement souverain, comme tous les États forts. Hein, n'oubliez pas cette phrase de Thierry Molnier, un État fort, c'est celui qui supporte le maximum de liberté. Un État fort arrive à vaincre ses contradictions. Un État faible ploie sous elle. Voilà, la faiblesse attire la destruction. C'est une loi historique. Mauvais joueur s'abstenir.